Bonsoir, c'est Alors on pense, l'émission qui se propose de réfléchir avec vous au monde tel qu'il va ou tel qu'il ira demain. Notre thème ce soir, allons-y, les animaux nous parlent de nos sociétés. Alors les animaux, c'est un sujet porteur, et pas seulement parce qu'il nous rapproche de la nature, qui a le vent en poupe. En ce moment, l'époque redécouvre les vertus de la nature. Alors c'est un sujet qui nous touche, les animaux, parce que ça touche à l'éthique, ça touche à l'affect, et puis ça touche à notre capacité à vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, c'est tous ensemble, nous, les humains, avec les animaux, tout ça sur la même arche, l'arche de la vie. Alors sommes-nous en train de changer notre manière de voir les animaux? Quel type de partenariat peut-il se nouer entre eux et nous? Quelle place leur donner à l'intérieur de nos villes? Peuvent-ils nous sauver la vie? Et mieux, peuvent-ils nous livrer le secret de l'immortalité qui nous fait tant fantasmer, nous les humains? Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous tentons de répondre ce soir dans cette émission. Mes invités, je vous les présente. Ils sont 4 après le générique. Les animaux nous parlent de notre société. Nos invités ce soir, Yolène Delabigne, bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondatrice du site l'animal-et-l'homme.com, que vous avez initié une chaîne YouTube également, intitulée Les intelligences animales, et que vous êtes auteur de multiples livres, mais le dernier en date, c'est celui-ci, Les 12 sagesses des animaux, aux éditions Le Duc. Valérie Chansigaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, auteure notamment de Histoire de la domestication animale. C'est aux éditions Delachaux et Niestlé. Nous serons également en visioconférence avec Joël Zask. Bonsoir. Zask, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et auteur d'un livre intitulé Face à une bête sauvage aux éditions Premier Parallèle. Et puis nous aurons également avec nous ce soir Didier Van Kovlard. Bonsoir Didier. Bonsoir. Je rappelle que vous avez eu le prix Goncourt en 1994 et que ce soir, vous êtes là pour nous parler, entre autres, de votre dernier roman intitulé « Le pouvoir des animaux ». C'est aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est un roman, mais qui s'appuie sur des faits réels et des choses concrètes et vérifiées qui concernent évidemment les animaux et les chercheurs. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Yolène. Les animaux, c'est un sujet qui a le vent en poupe, c'est le sujet qui monte en quelque sorte. Qu'est-ce que ça nous dit de notre société, le fait qu'on s'intéresse de plus en plus aux animaux ? Je pense que, entre autres, et ça, je pense que Valérie nous en parlera, parce que nous, en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur les animaux. On est un peu en train de rattraper notre retard. Je pense que déjà, ça parle beaucoup de l'influence anglo-saxonne, qui est beaucoup plus proche des animaux que nous, et qu'on sait quand même qu'on est très branchés, États-Unis, etc. Ça finit par un peu nous imprégner. Et puis, je pense que ça nous parle de la jeunesse. C'est vraiment un sujet qui intéresse énormément les jeunes. D'ailleurs, je prendrai juste 3 exemples bruts, qui est une chaîne que les jeunes aiment beaucoup, parler énormément d'animaux. Hugo Clément, qui est un peu la star des réseaux, parle énormément d'animaux. Ou je parlerai d'L214, qui est une association très jeune par rapport à nos associations un peu plus classiques, la LPO, Brigitte Bardot, etc. Avec le côté jeune d'aujourd'hui, les images, les réseaux, un côté marketing, etc. Donc c'est en effet un sujet qui monte, c'est un sujet très politique. Je pense qu'on en parlera. C'est la question que j'allais vous poser. C'est pas seulement sociologique, quoi. C'est politique aujourd'hui. Il y a des enjeux. Absolument, c'est un sujet politique. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler au moment des élections. C'est un sujet assez clivant. Ne serait-ce que la chasse, par exemple, on voit quand même une montée un peu de la... Je dirais pas peut-être de la violence, mais en tout cas des conflits entre les gens. Et puis, c'est un sujet, là je reviens un peu à mon cheval de bataille, c'est un sujet magnifique au niveau scientifique parce que on découvre les intelligences animales et c'est pour ça on en parlera peut-être que j'organise une université d'été de l'animal comme il y a pas mal d'événements comme ça et elle sera fin août et Valérie Chansigaud et Joël Zask me font l'immense plaisir et honneur de venir où on va justement discuter de tous ces sujets qui passionnent les gens. C'est-à-dire qu'il y a l'être humain et puis il y a l'animal avec tous ses talents, tout ce qu'il peut faire pour nous. Et je pense que c'est un sujet à la fois utopique, un peu dur, mais qui fait rêver et qui emballe un peu tout le monde. Je pense qu'il y a peu de gens maintenant qui vous disent « Oh, l'animal, ça ne m'intéresse pas ». Donc c'est un sujet...
C'est un bon sujet. Sujet utopique, sujet sociologique, sujet politique, sujet philosophique aussi, Joël Zask, parce que la philosophie a longtemps, toujours parlé des animaux depuis toujours. Elle a dit 1000 choses sur les animaux qui ont, il faut le dire, souvent été présentés comme inférieurs aux hommes. Et puis là, je ne vais pas parler des nouveaux philosophes, mais aujourd'hui, la philosophie les aborde différemment. Peut-être pas aujourd'hui, mais en fait, il faudrait relire la philosophie, en fait, à la lumière de la manière dont ils ont parlé des animaux, parce qu'on a plaqué, par exemple, sur Aristote, sur Descartes, on a plaqué un peu des idées qui viennent du 19e siècle et qui n'étaient pas forcément les leurs. Mais par exemple, Aristote a disséqué 2 ou 3 000 animaux. Enfin, évidemment, ça manifeste un intérêt scientifique pour les animaux. Et cet intérêt scientifique était extrêmement pointu et il y voyait quand même une porte d'entrée dans la compréhension du corps humain aussi, et donc de la vie humaine. Donc finalement, les dichotomies qui sont les nôtres aujourd'hui n'étaient pas forcément si ancrées que ça dans l'histoire de la philosophie. On peut penser à plein de philosophes. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on utilise en quelque sorte l'animal pour repenser nos relations avec la nature et pour se demander qu'allons-nous faire de la nature qui nous reste, comment créer une espèce de nouveau contrat finalement avec la nature avant qu'elle soit entièrement détruite. Alors je dirais que la nature, justement, enfin en 2 mots, il ne s'agit pas de la nature originelle, de la nature vierge. Là, je ne parle pas de la nature pristine, cette nature qu'il ne faudrait pas toucher, mais comment cultiver la nature. Ça n'est pas non plus cette nature comme réserve, stock de ressources, mais cette nature cultivée, cette nature qui nous cultive et que nous cultivons et qui constitue nos conditions de vie humaine, en fait. Et les animaux en font intrinsèquement partie. Donc je crois que c'est cette association-là entre la nature cultivée, la culture humaine, les animaux qui nous intéressent aujourd'hui et qui nous touchent aussi énormément. Valérie Chansigo, alors on a dit sujet politique, sujet sociologique, sujet également, comment dirais-je, économique, parce que pendant très longtemps, on ne s'est intéressé à l'animal que en termes d'élevage, pour se nourrir, pour éventuellement faire du commerce, mais c'est en train de changer ça aussi ? Il faut vraiment comprendre que les animaux ont toujours été au cœur des sociétés humaines. Si vous allez dans les grottes préhistoriques, vous verrez des fresques d'animaux qui étaient vraiment les espèces les plus importantes, pas forcément d'un point de vue alimentaire, parce que c'est des peuples aussi qui se nourrissaient de végétaux, mais on les voit jamais, les végétaux, sur ces peintures. Il y a vraiment, dès le début, il y a une sorte de passion, voire de préjugés positifs à l'égard de certains animaux, pas de tous. On ne voit pas d'insectes, par exemple, même si on en mangeait sans doute beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit chez nos ancêtres de la préhistoire, en fait, c'est quelque part aussi notre histoire à nous. C'est-à-dire qu'on a des animaux qu'on aime bien, vers qui on se tourne et avec lesquels on a des relations importantes, des relations qui peuvent être économiques, d'exploitation, comme pour les animaux que l'on mange. Mais il y a aussi une masse absolument incroyable d'animaux qu'on ne regarde jamais. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de voir que, quelle que soit l'époque considérée, quelle que soit la culture considérée, on a toujours à peu près le même genre, le même éventail d'attitudes à l'égard des animaux. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on se réfère souvent au même genre d'animaux. Et c'est vrai que quand on visite une grotte comme la grotte Chauvet, enfin la réplique, ou la réplique de la grotte de Lascaux, numéro 3 ou 4, je ne sais plus, on retrouve effectivement le même genre d'animaux. Il n'y a pas tellement de diversité dans les représentations qui sont faites par les hommes, quelle que soit l'époque. Quelle que soit l'époque, quels que soient les continents, c'est toujours des gros mammifères. Ouais. Alors il peut y avoir des variations d'une grotte à une autre. Ici, il y aura plus de chevaux, là, il y aura plus de bisons, par exemple, mais ça sera toujours des grosses bêtes à poils. Il n'y aura quasiment pas de bêtes à plumes. Et si on va ailleurs, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, on verra toujours, là aussi, alors que c'est des peuples différents qui font ces œuvres à des époques différentes, et pourtant, ils représentent toujours les mêmes catégories d'animaux. Et précisément, vous avez cité l'Australie et d'autres pays. Est-ce qu'il y a une spécificité française des Français lorsqu'on parle du rapport entre l'être humain et l'animal, ou
ou pas? Est-ce que ça se passe différemment à Alors, l'étranger? pas à l'époque de la préhistoire. Ça, Non, mais aujourd'hui, on n'y était pas en plus, donc on n'a pas beaucoup de témoignages. Mais aujourd'hui, je pense un pays voisin comme l'Allemagne, par exemple, a un rapport à la nature qui est un petit peu différent de celui que nous avons. Et on peut le voir dans le mode de vie. Est-ce que ça se retrouve aussi dans le rapport aux animaux? Oui, alors, c'est un sujet complexe parce qu'il faut faire attention quand on fait des comparaisons pour pas que les comparaisons soient simplement une sorte de façon d'établir une sorte de classement, comme un classement sportif entre les pays. Oui, pas forcément des pays plus vertueux que d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a Exactement. qui ont un rapport à la nature, on va dire, on va rester générique, qui est un petit peu différent, plus proche, Tout à plus fait. lointain. Ce qui n'empêche pas de polluer, d'ailleurs, en Allemagne. Il y a des régions qui sont épouvantablement polluées. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi un fort mouvement qui est proche de la nature. Et ça a commencé d'ailleurs bien avant ce qui s'est passé en France. Exactement. Ça a été une mobilisation beaucoup plus précoce, beaucoup plus massive. Et vous avez raison de souligner que ces mouvements, alors qu'ils sont plus importants qu'en France, n'a pas permis à ce que l'Angleterre ou l'Allemagne ait un environnement plus sauvegardé que l'environnement français. C'est une chose, c'est vraiment un paradoxe. C'est-à-dire même dans les pays où on se passionne le plus pour la nature, on se passionne le plus pour les animaux, la nature et les animaux ne sont pas forcément mieux traités qu'ailleurs. Alors, Didier Van Kovlart, vous avez entendu tout ce qui est dit, l'animal, sujet économique, sujet politique, sujet sociologique, mais vous nous dites sujet majeur, parce que vous en arrivez à nous dire aujourd'hui que l'animal est le seul qui puisse nous sauver la vie, à nous, simples mortels. Déjà, quand vous comparez des personnes qui vivent avec des animaux, qu'ils en aient chez eux ou qu'ils soient parfois choisis par les animaux, qu'ils recueillent des animaux ou qu'ils les forment pour aider les autres. Je pense aux chiens d'assistance, aux chiens guides d'aveugles. Vous voyez que les gens qui sont en contact de ces animaux paraissent plus humains que les autres. Et que ces animaux-là qui sont en interaction et en compréhension avec ce que demande l'être humain, ces animaux paraissent plus heureux, vivent plus longtemps. Il y a eu un échange d'énergie formidable. Et plus on avance dans la compréhension de la conscience animale, et plus c'est flagrant. Donc déjà, c'est enfoncer une porte ouverte de dire que les animaux nous font du bien, mais que nous faisons du bien aux animaux quand nous les comprenons et quand nous leur demandons des choses, même leur demander l'impossible. J'ai assisté à la formation de chiens à l'origine détecteurs de crise d'épilepsie avant qu'elles se produisent, ou d'explosifs, et à qui on a fait renifler des molécules de coronavirus, et ce sont les tests les plus fiables. Et le bonheur de ce chien, quand il sent la reconnaissance humaine, est formidable. Donc, sur ce plan de la psychologie, oui. Et puis après, les animaux ont des ressources extraordinaires. Dans les deux animaux qui sont les héros de mon roman, Le pouvoir des animaux, peuvent sans doute faire beaucoup de bien à la Terre et beaucoup de bien à la santé humaine. Alors, on va revenir sur le contenu du livre dans la deuxième partie de l'émission, Didier, mais vous pouvez d'ores et déjà en dire un mot, puisque vous avez parlé des deux animaux qui sont les héros de votre livre. J'allais dire que vous avez pris ce qu'il y a de plus gros et puis aussi ce qu'il y a de plus petit. Et le plus petit n'est pas celui qui a le moins de pouvoir. Oui, alors commençons par le plus petit, si vous voulez. Le tardigrade. Eh bien, le plus petit s'appelle un tardigrade. Et c'est l'un des grands mystères de la nature. Le tardigrade est vous avez parlé d'immortalité tout à l'heure. Disons qu'il est indestructible, quasiment indestructible, quasiment immortel, puisque dès que son environnement devient un peu moins propice à sa survie, il se déshydrate, il se lyophilise comme notre café soluble, c'est-à-dire qu'il élimine 99% de son eau et à la place, il forme de la cire antigel, ce qui lui permet de résister au zéro absolu, moins 273 degrés, comme à 150 degrés de chaleur, de résister aux pressions les plus fortes, de résister au vide spatial, puisqu'on a mis des tardigrades dans une... D'ailleurs, il a l'air d'être un cosmonaute, celui que vous montrez là. On a mis des tardigrades dans la mission spatiale Photon M3 et on les a soumis
au vide spatial, Au vide, aux radiations solaires directes, et ils sont revenus avec l'ADN un petit peu abîmé quand même, Mais il le mais répare. le tardigrade... Pardon ? Il le répare, l'ADN, lorsqu'il est endommagé. Voilà, le tardigrade a la faculté de réparer son ADN, et ça, on a découvert la protéine à l'origine de ça. Ouais. Protéine que... Alors, ça n'est pas Wendy Lane, l'héroïne de mon roman, qui a mis en évidence cette particularité. Ce sont des chercheurs réels dans la vie, notamment l'équipe chinoise du professeur Hashimoto. Mais ce qu'ils ont fait, et là, on n'est pas dans le roman, mais dans la réalité terriblement prometteuse, c'est que cette fameuse protéine, on l'a insérée dans des cellules humaines, qu'on a soumises à des radiations mortelles, et elles ont survécu. Alors, de là à dire que, puisque c'est compatible, on va pouvoir permettre à l'être humain de réparer son ADN dans le cas, Voilà. par exemple, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, voilà où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas, officiellement, la phase d'essai humaine n'a pas encore eu lieu, mais soyons prudents, en tout cas, ce sera demain, puisque ça marche en culture de cellules. Donc, est-ce que l'être humain arrivera à être infiniment plus résistant qu'il n'est grâce à cette protéine ? Moi, j'ai imaginé le point de vue du tardigrade sur l'attente de l'être humain par rapport à ce qu'il peut lui apporter. Et l'autre animal, vous disiez, oui, c'est infiniment grand à côté. Lui, c'est un animal éteint, c'est le mammouth. Le mammouth, celui Le qu'on mammouth trouvait dans les laineux. grottes dont on parlait tout à l'heure. Oui, et puis qui a peuplé la Sibérie, l'Alaska, tout ça, qui a disparu il y a 4000 ans, les derniers, disparu il y a 4000 ans. La faute de l'homme, ce n'est pas une cause climatique, la chasse intensive, comme ce à quoi on assiste pour l'éléphant aujourd'hui, de manière dramatique. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est un animal qui est facile à tuer, malgré sa taille. Il se laisse tuer. Il a une espèce d'empathie naturelle qui peut-être a causé sa perte. Et le mammouth, aujourd'hui, fait l'objet de plusieurs procédés de clonage, notamment à l'université d'Harvard, aux États-Unis, une des plus grandes universités du monde. Et le professeur George Church est en train de pratiquer le clonage, il va bientôt mettre en pratique ce clonage hybride, c'est-à-dire il recrée numériquement l'ADN de ce mammouth grâce à tout cet ADN qu'on a découvert grâce, pour une fois, au réchauffement climatique qui a fait émerger des tas de dépouilles de mammouths en parfait état de conservation. Donc on a de l'ADN, et plutôt que de réparer ces dégradations, Church le recrée numériquement et le combine avec l'ADN de l'éléphant d'Asie qui est compatible à 99%. Le but, alors c'est rapidement, pas de Didier, faire parce que je ne voudrais pas que vous défloriez tout. Voilà. Le but, c'est de sauver la Terre, parce que le danger immédiat, très proche aujourd'hui et dramatique, c'est la fonte du permafrost dont on se met heureusement à parler de plus en plus, qui était un sujet tabou très longtemps, c'est-à-dire ce sol gelé perpétuellement, notamment en Sibérie, et le réchauffement climatique et surtout l'absence d'animaux dans les forêts de Sibérie, puisque la chasse les a fait disparaître, que les forêts sont mortes, elles ne donnent plus de quoi nourrir les animaux. Et comme la neige n'est plus remuée par les animaux, elle agit comme une sorte de couche isolante et elle empêche le sol de geler en profondeur. Et il y a ce dont je parle beaucoup dans le roman, c'est cette extraordinaire expérience du Pleistocène Park, où le grand chercheur russe Sergei Zimov a recréé ce qui était l'écosystème de l'âge de glace sur 20 km², et en réintroduisant les animaux qui étaient chez eux avant, qui sont toujours vivants, les bisons, les bœufs musqués, des chevaux sauvages. Et le jour où peut-être le mammouth sera déséteint, comme on dit, la désextinction sur laquelle ces gens se sont attelés, eh bien le mammouth pourra abattre cette forêt morte de manière à ce qu'elle se régénère et à ce que l'herbe revienne sur le sol au lieu de la mousse isolante. Alors ça paraît complètement fou, Didier, mais en 20 ans, juste un dernier détail, une dernière info, en 20 ans, les animaux ont réussi à faire refroidir le sol de 19 degrés. Et là, pour une fois qu'on a une solution à ces problèmes climatiques,
C'était dommage de ne pas mettre ça dans un roman. Alors, et on a peut-être une solution à l'immortalité, on y parlera en fin d'émission, notamment avec ce tardigrade et sa fameuse protéine dont nous reparlerons tout à l'heure. Je voudrais qu'on vienne, et vous intervenez, vous pouvez poser des questions, hein, Didier, parce qu'on a des spécialistes sur ce plateau ce soir. Je voudrais qu'on vienne à ce qui s'est passé pendant le confinement. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'animaux qui débarquaient en ville. Et comme ce soir, on parle d'un éventuel partenariat entre nous, humains, et les animaux, on va avoir une illustration grâce à un reportage de ce qui s'est passé pendant le confinement, et puis on en parle juste après. C'est parti, c'est un reportage de qui ? De Charlotte Guillard. Sur le bitume, il règne désormais en maître. Des animaux sauvages, pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre. À Paris, il n'est plus rare d'apercevoir des canards fouler les pavés ou le périphérique. Ici, cette famille nombreuse a même été escortée par les policiers. Partout dans les villes, la faune refait surface. Des sangliers dans les rues de Barcelone. Mammifères tachetés du nom de civette, repérés en train de traverser sagement ce passage piéton en Inde. Il y a plus de personnes aussi qui se déplacent dans un certain nombre de milieux naturels. Et du coup, les animaux, la faune, va pouvoir exprimer librement ses envies de déplacement et ses actions. Et ça, c'est quelque chose qui est un signe très positif, en tout cas pour la nature. Des animaux sauvages moins exposés aux activités humaines et donc à la mortalité. Pour les oiseaux, cette accalmie tombe même à point nommé, en pleine période de reproduction. Je pense que ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir ce qu'on appelle des meilleurs succès de reproduction pour pas mal d'espèces d'oiseaux. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être produire plus de jeunes, qui vont peut-être tout simplement avoir toute une période où ils vont pouvoir se nourrir plus facilement. Les spécialistes redoutent tout de même une baisse de la vigilance de ces animaux qui pourrait être perturbée une fois le confinement levé. Joël Zask, dans un de vos précédents livres, Zoocities, je crois, vous parliez de ces animaux qui reviennent en ville. Est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que l'homme reste chez lui, dès qu'il recule, l'animal en profite pour venir, ou il vient en ville parce qu'il manque de ressources dans son milieu naturel, on lui a un peu tout piqué ? C'est un peu les deux, c'est exactement ce qui se passe. Zoocity, c'est un livre que j'ai fait avant même qu'on soit confiné, et j'avais déjà remarqué qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages dans les villes, et que d'une certaine façon, ils nous obligent un peu à rebattre les cartes. Alors pourquoi il y a de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes ? En tout cas, c'est une hypothèse que j'ai faite et qui parfois se vérifie. D'une part, c'est parce qu'effectivement, leur environnement est détruit, ils manquent d'eau. Ça, c'est la première chose. Des dromadaires entrent dans les villes australiennes par milliers parfois et déterrent les canalisations à la recherche de l'eau ou détruisent les climatiseurs pour accéder à l'eau. Donc, il y a un problème d'eau, il y a un problème de nourriture. Il y a aussi un problème de parcellisation, de fragmentation de leur territoire. Donc, du coup, ils peuvent plus se déplacer, comme des éléphants. Il y a beaucoup d'éléphants dans les zones urbaines maintenant, en Afrique comme en Asie. Parce que justement sur leur corridor, leur lieu de passage, leur lieu de migration, se sont étendus des zones urbaines. Donc ils viennent en ville, ou en tout cas ils les traversent. Ils les traversent et quand un éléphant traverse une zone urbaine, c'est assez problématique. Oui. Et puis vous avez aussi un autre aspect qu'il va falloir objectiver de plus en plus, c'est que les animaux, d'une certaine façon, profitent aussi de l'insalubrité de la ville humaine et de l'habitat humain. Par exemple, il y a toutes sortes d'animaux qui prolifèrent au contact des décharges à ciel ouvert, des eaux usées qui ne sont pas recyclées. Donc l'insalubrité, la ville non durable est aussi un marqueur finalement de la sauvagerie, de l'ensauvagement, ce qui est assez contre-intuitif. Donc il y a tous ces éléments en fait, à mon avis, qui vont devenir de plus en plus prédominants et qui expliquent que on puisse à la fois s'émerveiller, c'est sûr, c'est agréable, c'est plaisant, c'est merveilleux d'avoir des animaux qui rentrent en contact avec nous, au moins par le contact des yeux, mais en même temps, c'est un peu effrayant. Quelle doit être notre attitude face à ce phénomène ? Est-ce qu'il faut élargir le processus de domestication des animaux ? Est-ce qu'il faut les chasser ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? Mais si oui, il faut que ça se passe bien aussi, parce que, comme le disait à l'instant Joël, quand un éléphant arrive en ville, c'est... Bon,
C'est problématique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On domestique, on apprend à vivre ensemble, et si oui, comment? Ça dépend des espèces considérées, parce que toutes les espèces ne posent pas exactement les mêmes problèmes. Alors qui pose quoi comme problème, et qui peut-on accepter et tolérer, quoi? Alors ça, c'est à géométrie extrêmement variable, parce que ça dépend des personnes et des situations. Il y a maintenant beaucoup de perruches à Paris, par exemple, qui sont arrivées par accident. C'est des conteneurs qui se sont Attendez, ouverts. racontez par accident. Oui, c'est-à-dire... À Paris, il y a des perruches arrivées oui. par... Oui, il y en a plein. Quel accident? Il y en a plein. Il y en a énormément surtout en dans les banlieue parcs parisienne. parisiens. C'est quoi Vous l'accident? avez- En fait, c'est des perruches qui transitaient à Orly, il me semble, et le conteneur qui les enfermait s'est ouvert, et ces perruches se sont échappées. On a comme ça toute une série d'espèces de perroquets et de perruches dans toutes les capitales européennes, Paris compris, bien sûr. Et ça se passe bien ou... Alors ça se passe bien du point de vue des perruches, moins du point de vue des espèces locales, parce qu'elles peuvent être en concurrence, et ça peut éventuellement poser aussi des problèmes pour les riverains, parce que les perruches sont des animaux assez bruyants, et c'est vrai que par rapport au chant du merle, il y a une certaine différence, je dirais, sonore. Alors, en même temps, je pense qu'on est dans une mondialisation. Il faut qu'on accepte la mondialisation des humains. La mondialisation des animaux, elle existe aussi. Donc, en fait, je pense que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des animaux, les perruches, on a beaucoup dit qu'elles tuaient les autres animaux. Finalement, c'est pas vrai. Et donc, il y a des animaux qu'il faut qu'on accepte, mais on a du mal à l'accepter. Et je pense que justement, c'est ça qui est passionnant. Et Joël Zask en parle beaucoup dans son livre, c'est qu'on est à un moment où on réinvente. Il faut réinventer une autre civilisation, notamment pour la ville. Il commence à y avoir des petits essais. Elle en parle d'ailleurs dans son livre des prairies, par exemple, verticales sur les immeubles pour que les abeilles puissent venir, des toits végétalisés, etc. Moi, il y a une chose dont j'aimerais bien parler parce que je trouve fascinante, on en parle beaucoup, c'est un peu un des sujets à la mode, c'est ce qu'on appelle le réensauvagement. En fait, ce qui s'est passé, c'est à Yellowstone qu'on a eu cette idée-là. Alors, Yellowstone, c'est un parc, qui est un parc national magnifique qui se trouve à l'ouest des États-Unis. Voilà. Les éleveurs avaient fait pression, on a dépensé énormément d'argent pour éradiquer les loups, parce que, comme le même problème qu'on a en France. À partir de là, au bout de quelques années, ça a été l'enfer, parce que les loups sont les prédateurs des herbivores, il y avait trop d'herbivores, il n'y avait plus d'herbes. À partir de là, il y avait moins d'arbres, parce que les arbres ont besoin d'herbes. Dans les ruisseaux, il y avait moins de poissons, parce que là aussi, les poissons ont besoin d'herbes, etc. Et on s'en est rendu compte. Les écolos ont fait évidemment beaucoup de lobbying, et en 1995, on a repayé beaucoup d'argent pour réintroduire deux meutes. Et en quelques années, tout est revenu. Vraiment, tout s'est rétabli, etc. Donc, du coup, ça a été un choc pour beaucoup de naturalistes et d'écologistes, en se rendant compte que quand on respecte la chaîne alimentaire avec des prédateurs, on peut s'en sortir. D'où le concept du réensauvagement, qui fait qu'en fait, il y a deux choses. On réintroduit des animaux qu'on avait chassés, qu'on avait tués, qu'on avait éradiqués, et on leur met des endroits où ils peuvent, des couloirs en fait, où ils peuvent vivre. Et c'est ça qui pourrait, vis-à-vis de la ville, faire qu'il y aurait les villes des humains, avec de temps en temps quelques animaux qui y vont, mais surtout un peu des territoires pour les animaux. Et par exemple, le couple qui a monté la marque Esprit, ils sont richissimes, ils ont des centaines de milliers de kilomètres carrés au Chili, c'est leur passion, et ils mettent tout leur argent là-dedans, et ils réintroduisent tous les animaux qui ont disparu, des jaguars, des fourmiliers, des lamas, etc. Donc, il y a eu un livre des Cochets, qui sont deux naturalistes, qui ont fait le tour de l'Europe. Ça a un succès extraordinaire. Grâce à ça, on revoit des bisons, on a sauvé les aigles, qui étaient a priori bon, on a sauvé les chauves-souris, l'ours, bon, en France, ça pose beaucoup de problèmes, mais on l'a sauvé. Les loups, c'est interdit de les chasser maintenant en Espagne, il y a quand même beaucoup d'endroits où les loups sont réhabilités. Et je pense qu'il faut nous, les êtres humains, qu'on accepte de vivre avec les autres. Pour l'instant, c'était un peu pousse-toi de là, c'est moi le chef, je suis partout et puis je tue tout le monde. On l'a fait et on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans animaux. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Le jour où il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus à manger. C'est pas compliqué, hein. On parle tout le temps des pollinisateurs. Non, même les mammifères, c'est connu, dans une forêt, les mammifères, avec leurs excréments, avec leurs fourrures, ils emportent des graines, des fruits, etc. Et c'est grâce à tout ce cycle extraordinaire. Parce que ça,
pour le béotien que je suis, vous parlez des excréments des animaux, ils ont un rôle dans notre survie. Alors expliquez-moi. Oui, parce que les animaux, en mangeant des fruits, des graines, etc., ça repasse, je suis désolée de passer. Ça ressort à un moment. Voilà, et donc à travers leurs crottes, c'est pour ça que les biologistes adorent étudier les crottes d'ailleurs, ils sont toujours en train de se précipiter là-dessus, parce que c'est très important. Donc à travers les crottes, à travers le pelage, à travers le vent, etc., tout ça fait cette espèce de magie incroyable de la nature qui fait que tout se répand et qu'il y a des fruits partout, des fleurs partout, des végétaux partout et qu'on mange. Par exemple, le sanglier est capital. On tue les sangliers, mais sans sanglier, il y a beaucoup de choses qu'il n'y aurait plus. Il n'y aurait plus de glands, etc. Le chêne et le sanglier ont une espèce de partenariat où, en fait, quand il cherche des truffes, en fait, il essaye de manger les truffes, il les mange, après il s'en va et il va répandre dans les excréments, etc., des graines et tout ça. Donc, tout ça est capital. Et il faut absolument que nos politiques, parce que c'est un peu une raison, c'est un vrai dilemme politique, il faut qu'il y ait des endroits où les animaux puissent se vivre leur vie sans qu'il y ait tout le temps des humains qui viennent les chasser, bétonner et les tuer. Et ça, c'est, je trouve, un magnifique, le fameux réensauvagement. On fera une émission entière à mon avis là-dessus. Pourquoi pas. Alors, les chiens, les chats, tout ça, on connaît. Mais alors, là, je reviens à nos animaux étonnants. Vous avez parlé de ces perruches qui coloniseraient Paris et certaines capitales européennes à la suite d'un accident, en quelque sorte, puisqu'un conteneur s'ouvre à Orly et puis elle s'envole. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui posent problème? Parce qu'il arrive qu'on voit... moi, j'ai rien contre les singes, mais enfin, je vois des gens qui se baladent avec des singes, je vois des gens qui se baladent parfois avec des rats, je vois des gens qui... ça, j'ai vu ça, pas en vrai, mais sur des réseaux sociaux. Quoique, en Allemagne, je l'ai vu en vrai, des reptiles, des serpents. Tout ça, c'est des animaux qu'on peut domestiquer. Ça me paraît compliqué, non? Alors, c'est un sujet vraiment, encore une fois, compliqué parce qu'il y a des espèces, on peut penser au moustique tigre qui a été introduit par accident en Albanie avec des pneus venant de Chine parce qu'à l'époque, l'Albanie brûlait les pneus dans ses fours pour fabriquer des métaux, en fait, comme combustible. Et en fait, c'était idéal pour le transport du moustique, ces pneus. Et effectivement, l'arrivée du moustique tigre, outre que c'est une gêne réelle, les personnes qui vivent au sud le savent bien maintenant l'été, c'est aussi un risque qui n'est pas nul d'émergence éventuellement d'épidémies nouvelles si jamais un chikungunya ou une dengue par exemple qui peut être véhiculé par le moustique tigre. Donc tout n'est pas forcément... tout n'est pas le bienvenu. Tout n'est pas simple. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tout est compliqué. Est-ce que la domestication, alors pas celle du moustique tigre, parce que là ça va être compliqué, mais est-ce que la domestication de ces animaux qui sont ni des chiens ni des chats, c'est un enjeu ou pas? Alors, la domestication, c'est l'art et la manière de transformer une espèce sauvage en quelque chose de différent. On l'a bien fait avec le chat, à tort ou à raison, mais c'est un peu ce qui s'est fait. On l'a peut-être fait avec le chat. On n'est même pas sûr qu'on l'ait fait réellement avec le chat. Régulièrement. Voilà, ça en fait, on a gardé le chat dans sa... Il y a des caractéristiques chez le chat parce qu'il est capable de chasser et de vivre d'ailleurs de sa chasse, ce que les chiens sont à peu près tous incapables de faire. Donc, il y a vraiment une différence. Le chien est clairement une espèce domestique. La domestication, c'est une entreprise longue qui suppose vraiment la transformation morphologique sur des générations et des générations d'individus pour produire quelque chose de différent. Et en général, ce que l'on obtient, c'est des animaux qui sont plus compatibles avec le mode de vie humain. C'est-à-dire ce qui rend le chien absolument génial, c'est sa capacité d'interaction avec les êtres humains, mais cette capacité a été mise, en quelque sorte, dans lui, dans ses gènes, par la sélection qui a abouti à la domestication. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, la domestication. Toutes les espèces, c'est-à-dire, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'apprivoisement, c'est-à-dire je me rapproche d'un individu sauvage et reste sauvage et je vais avoir une interaction avec lui, de la domestication qui est une transformation génétique, ce qui fait que les caractéristiques du chien
se trouve dans le chien dès sa naissance. Oui, mais alors, vous dites qu'il y a une transformation génétique, il se transforme, j'imagine, aussi corporellement, biologiquement, le chien. Alors, c'est des transformations dues par l'homme. Quelles sont-elles, ces transformations ? La taille, quand vous regardez les différences de taille chez les chiens ou chez d'autres espèces domestiques, chez le cheval aussi, entre les tout petits poneys et les très grands percherons. Par exemple, le chien, la différence entre les plus petits et les plus gros, il n'y a aucun mammifère qui ait une telle variation de taille. Aucun. Ouais. Et ça, c'est vraiment dû à la domestication. Il y a d'autres choses qui changent ? Oui, le comportement. Par exemple, le loup. Physiquement, mais le comportement est important parce que c'est la première chose qu'on domestique. C'est-à-dire que l'action de domestiquer vise à rendre des individus le plus dociles possible. C'est-à-dire, imaginez qu'un éleveur qui est face à lui a des animaux, par exemple des grands herbivores, si ces herbivores sont agressifs ou s'ils cherchent à fuir, ça va pas l'aider dans son élevage. Donc, il a besoin d'individus compatibles avec l'élevage. Et la domestication transforme effectivement des individus sauvages au fil des générations en quelque chose d'autre. Cette transformation permet après la mise en élevage. La domestication est vraiment un processus tout à fait particulier. Et le cerveau, non ? Ça rapetisse le cerveau aussi. Oui, toutes les espèces animales domestiques ont un cerveau plus petit par rapport à leur alter ego sauvage. Alors je sais bien que la taille du cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence. Qu'elle soit émotionnelle ou pas émotionnelle, mais est-ce que du coup l'animal domestiqué est considéré comme plus intelligent que s'il n'est pas domestiqué, ou est-ce que c'est une intelligence différente ? C'est une intelligence différente. D'accord. C'est-à-dire que le loup est capable de résoudre des problèmes que le chien est incapable de faire, et inversement, le chien est capable de rentrer en contact avec vous, de vous regarder dans les yeux et de vous dire par son langage corporel, mes gâteaux préférés sont cachés en dessous de l'évier. Et ça, il ne l'apprend pas au fin fond de la pampa, il l'apprend à la maison, quoi. En fait, il l'apprend, c'est une caractéristique spontanée des chiens. Ouais. Vous prenez un loup, même élevé à sa naissance, il sera incapable de faire la même chose. Ouais. Un gorille et un chimpanzé élevé à la naissance sera également incapable de faire cela. C'est vraiment dû à la domestication. On parle aussi d'une diminution de la taille de la queue des animaux. C'est vrai ? Oui, c'est souvent le cas, avec souvent une queue en tire-bouchon. Mais pourquoi ? À quoi elle vous sert la queue dans le monde sauvage ? Non, c'est pas ça. C'est que quand on fait une sélection pour aboutir à la domestication, on sélectionne des gènes et souvent, quand on fait une modification génétique, il y a des conséquences en cascade. C'est-à-dire, ce qui va modifier le comportement pour rendre un animal plus docile va également avoir une incidence sur toute une autre série d'éléments, par exemple, de nature hormonaux, très souvent. Donc, ça va altérer le pelage, la forme du poil, le fait de faire apparaître des grandes taches blanches sur le pelage, la forme des oreilles, etc., etc. Donc en fait, c'est la modification d'un critère, la docilité, va entraîner la modification de toutes les autres. Alors Joël Zask, vous avez entendu ce qui se dit sur le plateau, nous ne pouvons plus vivre sans les animaux. Moi, quand j'écoute Yolande de Labine, j'ai l'impression qu'elle veut faire un grand zoo à ciel ouvert de cette terre. Alors pourquoi pas, mais est-ce que l'homme est prêt ? Parce que l'homme a souvent été violent avec l'animal. Oui, mais là, effectivement, il faudrait peut-être tout mettre au pluriel, comme le faisait Aristote. D'ailleurs, il parlait des hommes et les autres animaux. Donc, il y a de toutes sortes de réponses possibles en fonction des animaux à considérer. Ça, c'est certain. Maintenant, je crois que le problème, c'est celui de la bonne distance. C'est un peu ça que j'ai essayé de traiter dans ce livre, Zoocities, que vous montrez, et qui s'occupe des animaux sauvages en ville. Uniquement en ville et uniquement sauvages. Et là, disons que les tenir à distance, c'est vraiment pas possible. On le voit, ça fait des années, peut-être des siècles, qu'on essaie de se débarrasser des rats et des moustiques, et c'est l'échec absolu, il y en a de plus en plus. Et malgré vraiment un attirail très lourd, une industrie très polluante, des inventions très pertinentes, maintenant les moustiques, ils sont bien toujours là. Et il y en a de plus en plus. Donc, disons que le geste éradicateur, dire ces animaux me gênent, ils sont nuisibles, ils n'ont rien à faire là. D'ailleurs, et si c'est chez moi, c'est pas chez eux, je vais les éloigner, les supprimer, les euthanasier, comme on dit élégamment, ou faire des prélèvements, c'est un autre terme qui est utilisé.
Ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas et on s'en rend compte, par exemple, en Inde, dans les villes, il y a de plus en plus de singes. Dans les villes, on voit un bel ours, mais il est énorme et dans une ville, ça fait vraiment encore plus gros. Il y en a de plus en plus en Amérique du Nord, dans les villes canadiennes, dans les villes américaines. Il y en a beaucoup au Japon qui rentrent également dans les villes et qui s'y installent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux n'ont pas vraiment une peur naturelle de l'homme. En fait, une fois qu'on a laissé son fusil ou sa carabine ou son arbalète au vestiaire, finalement, les animaux, très vite, c'est un peu les rois de la Terre. Et enfin, ils ne sont pas nécessairement farouches, quoi. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut savoir. Et puis, à l'opposé, vous avez une autre habitude. Ça, c'est une scène qu'on voit avec les ours blancs là, qui sont affamés et qui rentrent dans une petite ville de l'Antarctique. Et il a fallu évacuer les gens. Ils se sont terrés et puis finalement, il a même été question de tuer des ours blancs, enfin, ce qui est quand même un paradoxe absolu. Et donc, à l'opposé, vous avez l'idée que voilà, il faudrait accueillir tous ces animaux qui partagent avec nous un génotype, une histoire, un imaginaire, avec lesquels nous pourrions former un tout un peu symbiotique. Et là, comme ça a été dit, ça pose d'autres problèmes. D'abord, c'est pas vraiment possible. Et puis ensuite, il y a quand même des risques de zoonose. On en sait quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Ces maladies qui sont transmises aux hommes par des animaux. Et donc, la question, c'est vraiment celle de la bonne distance. Mais je dirais que ce problème, il est intéressant parce que la bonne distance, c'est la question du voisinage, justement. Et que cette question, elle se pose aussi bien à l'égard des animaux qu'à l'égard de nos voisins, les humains. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez... en fait, l'idée, c'est comment aménager nos espaces de vie, que ce soit la campagne d'ailleurs ou la ville, et surtout la ville, comment les aménager pour assurer cette coexistence entre des espèces différentes, entre des individus différents, afin d'éviter qu'ils se massacrent et afin d'éviter aussi qu'ils se gênent monstrueusement. L'enjeu, c'est de faire de la ville un espace multispéciste, en quelque sorte. Yolène, vous vouliez raconter? Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je pense que le vrai mot qui manque, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des éthologues, etc. Et l'idée, c'est pas de vivre tous mélangés les uns avec les autres et que ce soit merveilleux, etc. Chacun doit être un peu chez lui. Mais pour ça, il faut connaître les animaux. En fait, on a une ignorance incroyable qu'on est en train de rattraper parce qu'on découvre des tas de choses. Je vais reprendre l'exemple du rat. Moi, j'avais interviewé un spécialiste du rat. Ça m'avait beaucoup amusé parce qu'il m'avait dit, alors on passe son temps à dépenser des fortunes pour éradiquer les rats, et à côté de ça, on laisse toutes les poubelles ouvertes. Donc pour lui, c'est buffet ouvert, puisque les rats vivent la nuit et cherchent à manger la nuit. Il disait, il suffirait simplement déjà d'avoir des fermetures étanches de toutes les poubelles. Et ça n'existe nulle part. Donc si on connaissait vraiment les animaux, quand est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, de quoi ils ont besoin, etc., et qu'on pouvait mettre de la nourriture loin des villes, il y aurait beaucoup moins de rats. Et il disait, par exemple, c'était intéressant, il disait, il y a un fantasme depuis toujours de l'invasion des rats. Mais les rats, pas du tout, ils veulent pas du tout envahir les humains. La maman rat, avant de faire des petits, elle regarde si elle a de quoi manger, de quoi se nicher et de quoi boire. Sinon, elle n'en fait pas. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Elle est capable de se réguler, les populations se régulent. Et en fait, ils en font en fonction de la nourriture. Pourquoi on a plein de rats aujourd'hui? Parce qu'on a plein de poubelles ouvertes. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on connaissait un peu mieux, si des spécialistes de tous ces animaux nous expliquaient les choses, je pense qu'on aurait moins de problèmes de cohabitation. Et concrètement, il faudrait passer par quoi? Par un programme animaux dans la scolarité? Oui, ça c'est ce que toutes les associations réclament. Ouais. Toutes les associations réclament des cours sur les animaux chez les petits, ce qu'ils adoreraient d'ailleurs, parce que les enfants en général adorent les animaux. Et puis je pense que tous les gens qui nous dirigent devraient toujours avoir, d'ailleurs ça commence, les conseils municipaux maintenant, il y a souvent un spécialiste animaux, il devrait y avoir des naturalistes, des éthologues, des gens qui connaissent et qui peuvent vous aider. Le pigeon par exemple, ça sert à rien tout ce qu'on fait sur le pigeon, c'est n'importe quoi. Le pigeon de toute façon, il est toujours plus fort que vous. On voit bien que les animaux sont plus forts que nous parce c'est les rois de l'adaptation. Donc il faut les connaître, il faut mieux comprendre plutôt que de les chasser bêtement comme on fait depuis des siècles et on voit bien que ça marche pas. Alors dans notre quête d'une ville, non pas dédiée aux animaux, mais dans laquelle nous vivrions en bonne entente avec eux, est-ce qu'on a des exemples à l'étranger, je ne sais où, en Chine, en Australie, aux États-Unis, des exemples réussis
de cohabitation entre les animaux et les hommes. Vous n'êtes pas obligé de En tout cas, sur répondre oui, sur hein, les si vous chiens, n'avez par pas. exemple, les Espagnols font des tas de choses et ça commence Quoi, par là. exemple Par exemple, à Barcelone, vous avez un truc que je trouve tout bête, mais tellement simple. Tous les parcs sont autorisés aux chiens, mais à partir de 20h. C'est-à-dire qu'on part du principe que là, les enfants ont joué, que les gens sont repartis pour dîner chez eux. Et là, les gens qui ont envie de jouer avec leurs enfants, avec leurs chiens, peuvent y aller à 20h. Chez nous, c'est très compliqué. Mais ça commence à venir. Là, il commence à y avoir des programmes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'Île-de-France qui a fait un label Ville amie des animaux là, depuis quelques mois. Il y a des villes comme Nice, comme Montpellier qui commencent à faire attention, à ouvrir des parcs, etc. Si on n'ouvre pas, si vous voulez, à l'animal, un jour ou l'autre, il y aura des conflits parce que, ne serait-ce que l'animal fait beaucoup de bien aux gens. Je pense qu'il a un rôle très important d'anti-solitude, d'acceptation de la vie citadine, qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est difficile parfois de vivre en ville. Donc les chiens, les chats vous aident et il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Mais ça va venir. Je pense qu'il commence à y avoir mais c'est des petites choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres animaux, parce que là, on parle surtout des gros, mais par exemple, arrêter de tondre à ras les pelouses pour laisser les plantes croître et faire des fleurs, etc., ça permet d'avoir une entomofaune extrêmement riche. Pas, hein. Et ça permet d'avoir un environnement quand même extrêmement plus sympathique s'il y a effectivement subitement des papillons et d'autres insectes qui reviennent, qui ne sont pas forcément, la plupart, sont absolument inoffensifs et la cohabitation est très facile avec eux. Donc, mais c'est aussi des gestes. C'est vrai qu'une pelouse peut-être non fauchée ou alors une fois par an, ça permet d'avoir un environnement peut-être un peu plus sympathique que quelque chose qui ressemble vraiment à une moquette synthétique. Ou avec des moutons, ça commence. Ça. Il y a de plus en plus de villes qui on prennent peut imaginer des moutons. demain un élevage de moutons. Pourquoi pas, ça serait très bien. Ça commence. Ils font en plus le boulot. Quoi. On parlait de tondre, mais en fait, il y a des sociétés maintenant qui louent les moutons et il y a beaucoup de villes qui font appel à ça et c'est vachement bien parce que ça donne de la nourriture à des moutons, c'est beaucoup moins cher, ça respecte la biodiversité, du coup vous avez des papillons partout. Là aussi, ils ont des excréments qui sont très bons pour la terre, la fille qui est un peu obsédée. Alors, on a eu l'occasion de parler sur ce plateau de tout ce que les animaux pouvaient nous apporter et on retrouve un petit peu cette idée aussi dans le roman de Didier Van Kovlart. Didier, vous avez écouté tout ce qui s'est dit durant cette émission, depuis le début de cette émission. Votre héroïne, donc, Wendy, est une jeune biologiste. Alors, elle est entourée d'animaux. Hein. Elle a un chat qui est surdoué, un chien qui, je ne sais pas, un cheval. Et puis alors, elle va s'intéresser à ce petit animal dont on parlait tout à l'heure, le tardigrade. Je voudrais qu'on revienne sur ses facultés. Alors, vous nous avez expliqué qu'il était quasiment immortel, en tout cas que pour lui casser la figure et le démolir, c'était très, 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 très compliqué, puisqu'il résiste à tout, notamment aux ultraviolets, à la chaleur, au froid. Et tout ça grâce à une protéine qui s'appelle la DSUP, pour Damage Suppression Protein. C'est-à-dire que c'est une protéine qui éloigne le danger, en quelque sorte. Et cette protéine, elle peut servir à l'homme un jour ? Déjà, oui, on l'a inséré dans des cellules humaines et on a vu que ces cellules n'étaient plus détruites par les radiations mortelles pour l'homme. Mais le jour où j'ai découvert le tardigrade, c'était un reportage dans Match, il y a plus de 20 ans, où un glacionaute, un explorateur des glaces au Groenland, avait fait un prélèvement à 200 mètres de profondeur, et 200 mètres, ça correspond à 130 000 ans. Et ce fragment de glace, il le met sur un plateau, et lorsque le fragment se dégèle, d'un coup il s'approche, il regarde au microscope, et il y a un tout petit animal, d'un millimètre, un millimètre et demi, qui se met à bouger les pattes et qui se met à trottiner. C'est un tardigrade. Donc, on savait déjà qu'il pouvait vivre des milliers d'années. Là, 130 000 ans, ce tardigrade, comment il fait ? Il se déshydrate quand il y a un problème et il se réhydrate au contact de l'humidité de l'atmosphère au moment où il juge les conditions de survie acceptables pour lui. Ce qui pose évidemment un problème de conscience. On peut dire que c'est quelque chose de mécanique. Oui, mais c'est déjà quelque chose de formidable de dire là, maintenant je peux revenir à la vie, je peux, et puis après, j'interromps
quand je veux ce cursus-là. Le tardigrade, donc, a cette protéine qui peut faire des choses extraordinaires hein, par rapport à la résistance humaine aux maladies et aux radiations, pollution électromagnétique. Et puis voilà, ça nous pose ce problème que j'ai essayé de creuser dans le roman sur comment les animaux nous voient, comment ils voient notre société. Imaginez que cette conscience du tardigrade nous voit, qu'on est aujourd'hui dans notre rapport avec les autres espèces, dans ce suicide collectif auquel l'humanité, dans son rapport avec les animaux et la nature, est en train de s'enferrer. Et puis, il y a des solutions, mais ce sont les animaux souvent qui nous apportent les solutions. On n'a pas trop... Je parle beaucoup dans le livre, notamment tout le monde a vu, le cheval Peyo qui va dans les EHPAD, qui va dans les soins palliatifs, ouais. Le bien que fait cet animal. Les rapaces auprès des... Didier, le pouvoir des rats sur les gens atteints d'Alzheimer. Didier, je vous interromps. Les gens vont avec des hiboux. Didier, vous m'entendez ? Dans les EHPAD, et les personnes atteintes d'Alzheimer retiennent de manière complètement incompréhensible le nom de ces animaux. Didier, non, je voulais vous interrompre parce que la ligne n'était pas très très bonne et à la fin, elle est redevenue sympa. Bon, on a bien compris que le tardigrade pouvait être une option, non pas pour l'immortalité de l'homme, mais enfin pour peut-être nous aider à vivre plus longtemps, voire, et pourquoi pas en bonne santé. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'animaux dont, alors, peut-être pas les excréments, mais dont je ne sais pas, certaines propriétés, certaines facultés, la chair peut-être aussi peut nous faire du bien dans une quête d'immortalité ou d'un mieux vivre. Énormément. Les tortues, par exemple. Les tortues savent arrêter leur cœur. Elles vivent 120 ans, elles savent arrêter quasiment leur cœur et se résister au gel. Et du coup, elles résistent à des températures de malade. L'ours, on est fasciné par l'hibernation de l'ours. Comment fait-il pour toujours continuer de vivre tout en mettant bas ? Il faut savoir quand même que les ours, elles peuvent mettre bas leurs petits tout en étant en hibernation. Elles arrivent. Et surtout, ce qui est extraordinaire chez l'ours, c'est que pour tous les problèmes, vous savez, chez nous, d'ostéoporose, etc., c'est que quand ils se relèvent, ils vont très bien. Et ils n'ont aucun problème de muscle. Alors que normalement, quand vous êtes resté pendant 4 mois sans bouger, vous devriez avoir des problèmes. Surtout quand vous pesez votre poids. Exactement. On fait beaucoup aussi d'analyses sur les baleines. Ça, c'est passionnant, les baleines. Parce que là aussi, on vient de découvrir qu'elles peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Donc, on se demande, mais comment font-elles ? Il y en a certains qui pensent que les chants des baleines, qui sont des chants vibratoires, seraient en fait pour se soigner. Alors là, c'est pas scientifiquement complètement validé, loin de là. Mais voilà, et on se demande comment on fait. Il y a d'ailleurs à Nantes une société qui s'amuse à booster des végétaux au chant des baleines parce qu'on pense qu'elles auraient ces vibrations pourraient faire pousser mieux certains végétaux. Ils font pousser des salades, etc., en leur faisant écouter des chants de baleines toute la journée. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a énormément de travaux là-dessus. Je pense que la plupart des animaux, rien que l'hibernation, de toute façon, tous ces animaux qui hibernent, comment font-ils ? C'est quand même dingue. La mémoire des animaux. Un écureuil qui va se cacher pour l'hiver sur 100 km² ou certains oiseaux, des tas de petits animaux, des tas de petits nourritures partout et qui les retrouvent. Comment font-ils au niveau de la mémoire ? Donc c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est que je pense qu'il y a plein de trucs à découvrir et qui peuvent nous aider sur plein de choses. Didier Van Kovelaar, dans Le pouvoir des animaux, j'imagine pas, j'en suis sûr, vous avez fait quelques enquêtes, vous avez travaillé sur ces pouvoirs. Est-ce que vous avez découvert d'autres choses qui vous ont fasciné, que vous n'avez d'ailleurs peut-être pas utilisé dans ce roman, mais que vous pensez utiliser dans un autre roman, ou quelque chose qui vous a étonné ? L'éléphant, parce que quand on parle du mammouth, ce projet de clonage, c'est quoi ? C'est rendre l'éléphant compatible avec le froid, le permettre, grâce aux caractéristiques du mammouth laineux, de réintroduire ces éléphants là-bas. Et la conscience de l'éléphant est quelque chose qui me fascine. J'ai bien connu Laurence Anthony, qui était un homme formidable qui a sauvé le zoo de Bagdad pendant la guerre, qui a créé la réserve de Tula en Afrique du Sud, et qui a
qui respectait totalement cette notion très importante de réensauvagement, c'est-à-dire il faut donner du territoire à ces animaux, pas créer sur leur couloir de passage des villes, et bien en même temps émettre des signaux d'amour, de respect et de jeu. C'est très important la notion de jeu dans l'échange entre nos espèces. À la mort de Laurence Antony, tous les troupeaux d'éléphants ont convergé vers sa maison. Or, il n'était pas là, il est mort à une centaine de kilomètres de là, à l'hôpital. Et bon, les esprits sceptiques sur la conscience animale ont dit c'est du pur hasard. Sauf qu'un an après, il y a eu Didier, la cérémonie de pour sont revenus. Bon, Didier, Chaque année, tous les ans. Voilà, on a perdu la fin de votre phrase, mais Yolène Delabine, qui connaît bien les animaux, avait déjà décrypté. C'est le monsieur éléphant, surtout. Oui. J'avais interviewé sa femme, elle nous a raconté ça. C'est que chaque année, ils revenaient à l'anniversaire. Et puis, ils étaient en randonnion, comme ça, des espèces d'éléphants qui font. Et tous dans une espèce pas de tristesse, parce que là, c'est de l'anthropomorphisme. Enfin, en tout cas, ils étaient là, quoi. Donc, voilà. Petite traduction de Yolène Delabine du Van Kovlart que nous avions perdu en fin de phrase. Je voulais vous remercier à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, à commencer par vous, Yolène, dont je rappelle que vous êtes journaliste, fondatrice du site l'animalelhomme.com. On peut retrouver beaucoup de choses sur ce site. Fondatrice également de la chaîne YouTube Les Intelligences Animales et auteur des 12 sagesses des animaux. Et puis, cet été, alors de quand à quand ? L'Université d'été de l'animal du 27 au 29 août au château de la Bourbansais, au sud de Saint-Malo, une région formidable. C'est la Bretagne. Valérie Chansigo, merci. Je rappelle que vous êtes historienne, auteure de Histoire de la domestication animale aux éditions Delachaux et Niestlé. Joël Zask, merci également, philosophe et auteur de Face à une bête sauvage chez Premier Parallèle. Et Didier Van Kovlart, merci également, à lire, puisqu'il sort, il est sorti ces jours-ci ou il sort après-demain, je crois, Le pouvoir des animaux. Il sort demain. Il sort demain chez Albin Michel et vous verrez qu'on s'apprête à cloner le mammouth laineux pour le faire revivre. Et on s'intéresse de très près aussi dans ce livre au tardigrade, qui est une petite bactérie qui fait entre 1/2 millimètre et 1 millimètre et qui peut-être contient le secret de l'immortalité dont l'homme se servira peut-être un jour. Merci également à Sophie Gastrin et Agathe Pécastin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Salut amical à la régie. Dans un instant, la météo. Ensuite, le journal avec Claire Koch. À demain, 21h.